membre de l'AFPI, donc l'Association francophone Python. Je suis indépendant encore sous le nom Gorfou et je travaille également chez Alterway, où je fais du Python. Voilà. Donc, je vais vous parler de composants principalement. Je vais d'abord commencer par troller un tout petit peu, pas méchamment, pour dire pourquoi il vaut mieux utiliser Python. Et ensuite, quand même le plus important, je vais parler de composants, donc comment utiliser les composants, à quel niveau on peut les utiliser. Donc il y a deux niveaux, il y a le niveau application et le niveau plutôt bas niveau, au niveau classe. Donc, en commençant par Python. D'abord, Python, c'est un langage qui est mûr. D'accord ? Il existe depuis une vingtaine d'années, 20 ans, je crois, à peu près exactement, c'était 89. Donc, Perl existait avant. Java a existé après, PHP aussi, c'est plus vieux par exemple que Java et PHP. Et c'est un langage qui a bien évolué, il y a une version 3 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a cassé la compatibilité pour nettoyant un grand nombre de choses qui existaient, parce que comme c'est un langage qui a 20 ans, il y avait un héritage de 20 ans qu'il a fallu nettoyer un peu, et ils ont décidé de casser les compatibilités qui n'avaient pas été cassées jusqu'ici. Il y avait des mises à jour, mais un code en Python 2.3 fonctionnait encore en Python 2.5 ou 2.6 par exemple. Ce qui ne marchait pas, c'est la compatibilité dans l'autre sens. Quand on écrit un code de Python 2.6, ça ne va pas marcher en Python 2.4 ou 2.3, sauf si on prend des précautions. Donc là, ils ont décidé de casser et il y a Python 3 qui est sorti, etc. Mais je ne vais pas m'attarder dessus. Voilà, c'est un langage qui est facile, hein, ça s'apprend en 2 jours. Et le plus difficile, ce n'est pas le langage en soi, ça va être l'ensemble de toutes les bibliothèques qu'on pourra utiliser pour faire, je ne sais pas, du calcul numérique ou n'importe quoi. Alors c'est pas seulement facile, c'est aussi beau. Non, pardon, voilà, c'est beau. C'est un langage qui est beau. Et c'est pas seulement un langage qui est beau, c'est un langage qui vous rendra beau. Faites du Python et vous serez beau, vous aurez plein de filles autour de vous, c'est super. Donc un exemple pour montrer que c'est beau, un exemple qui est là où c'est exactement la même chose, PHP et Python. Donc là c'est exactement la même chose, c'est une classe en PHP et une classe en Python avec un appel de méthode ici. Donc voilà, vous pouvez tous les trucs inutiles, les accolades, les points-virgules, les dollars, etc., vous pouvez les enlever et vous avez un code qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus clair. Ce qui fait que sur le long terme, la maintenabilité du code est assurée. On peut toujours écrire des trucs dégueulasses, mais c'est quand même un tout petit peu plus difficile parce qu'on est obligé d'indenter en fait. Les boucles et les blocs se font par indentation. Donc théoriquement, dans les autres langages aussi, il faut indenter. Normalement, vous devez le faire. Donc tant qu'à le faire, ben, autant virer les trucs qui servent à rien. Voilà. Comme ça fait un... Et c'est un langage qui est également polyvalent. Donc PHP, vous ne ferez que du web. Donc vous allez apprendre PHP. Alors que Python, vous pouvez tout faire. Il existe vraiment ce Python. Il est comme ça. En Python 3, c'est vrai, excuse-moi, ce coup, on va tirer l'histoire de la version de besoin. Non. J'ai un truc. Donc il est polyvalent, c'est-à-dire qu'on peut à peu près tout faire. On peut notamment faire du web. Et pour faire du web, il y a une quantité de technologies qui est assez extraordinaire. Hein. Les deux les plus connus, c'est Zop et Django, mais il y en a plein d'autres qui sont au moins aussi bien. Vous pouvez faire des interfaces graphiques également, hein, GTK, UQK, il y a des bindings pour tous ces outils graphiques. Et dans les distributions Linux, il y a pas mal de programmes qui sont en Python, qui sont, enfin ça se voit pas forcément, mais qui en GTK oui, enfin, le binding WXWidget, il s'appelle WX Python, il y a PQT pour Qt et PGTK pour GTK+. Vous pouvez également piloter des applications, donc voilà, c'est 5 exemples. OpenOffice, vous pouvez créer un script de Python qui va utiliser l'API d'OpenOffice pour aller écrire un document ou faire du remplacement automatisé dans un document, des choses comme ça. Vous pouvez faire par exemple la même chose avec GIMP, donc aller créer des formes, des machins, créer un plugin GIMP dans Python. Avant ça se faisait avec du Scheme. Maintenant ils ont rajouté la possibilité de le faire en Python, donc c'est plus facile à apprendre. J'ai essayé de faire un plugin GIMP en Scheme, c'est un peu de temps. Inkscape c'est pareil, Blender et Scribus, et il y a même des logiciels comme Maya maintenant qui ont remplacé leur langage de script historique par Python. Et j'ai eu des échos de gens qui faisaient du Maya, ils m'ont dit ah, c'est un soulagement. Enfin, on a un vrai langage. Parce que c'est ça. Enfin, bon. Donc voilà, on peut faire du web, du calcul scientifique. Il y a des grosses bibliothèques de calcul scientifique qui s'appellent NumPy, SciPy, etc. On peut faire de la visualisation 2D, 3D. Il y a l'interface graphique, j'en ai parlé. Vous
Des jeux, il y a un moteur de jeu 3D qui s'appelle Soya, qui permet de faire des jeux en 3D, comme Balazar, etc. Enfin, il y a des exemples sur le site de Soya, il y a Pigame, on peut faire du scripting system, c'est très utilisé aussi pour ça, l'installation d'un Red Hat notamment, en fait, en grande partie en Python. Il y a un système, une distribution Linux aussi qui s'appelle Pardus, où ils ont redéveloppé, qui est fait en Turquie, et ils ont redéveloppé une grande partie du système, enfin toute la partie boot, installation, packaging, etc. en Python. Et enfin, on peut même faire un petit peu d'embarquer. En Python, j'ai un cas, moi je vais peut-être avoir un projet d'embarquer en Python. Donc voilà, c'est un langage qui est également multiparadigme, donc on peut faire, on n'est pas obligé d'apprendre la programmation objet, on peut faire de la programmation linéaire, classique, on peut faire de l'objet, donc c'est quand même un langage qui dès l'origine était un langage objet. Et on peut faire un peu de fonctionnel, il y a des notions de programmation fonctionnelle, on peut créer des fonctions anonymes par exemple avec le lambda, il y a la génération de listes, des choses comme ça qui font que quand on a fait du Python, après on a un peu moins de mal je pense à aller taper dans du Erlang ou du Haskell, des choses comme ça. Et enfin, ça c'est la question qui est posée assez souvent, c'est un langage qui est rapide ou pas rapide selon ce qu'on veut bien dire, donc on peut tracer les choses comme on veut, mais enfin, il y a quand même un benchmark qui est hébergé par Debian. Voilà, on peut avoir un comparatif. Donc parmi les langages interprétés dynamiques, c'est dans le peloton de tête, c'est plus rapide que PHP notamment. Ça surprend souvent pas mal de monde, mais c'est plus rapide que PHP. Mais les différences à ce niveau-là sont pas tellement flagrantes en fait. Bon, c'est beaucoup plus lent que du C évidemment, parce que c'est un langage dynamique, et c'est un langage à typage dynamique, oui. Et donc ça, on n'a pas de compilation, bien qu'il commence à y avoir des just-in-time et des compilateurs en Python. Donc voilà, je vais arrêter de parler de Python et je vais vous parler de composants maintenant, et surtout de web, parce que le métier c'est principalement de faire du web en ce moment. J'espère pouvoir élargir un peu plus par ailleurs. Mais donc pourquoi faire des composants? Alors on va développer une application, on crée une application toute petite, on a quelques lignes de code, ça grossit, on rajoute des fonctionnalités, ça grossit, on rajoute des fonctionnalités, on a une application qui commence à devenir un peu grosse, qui a un plat de nouilles, et puis à la fin c'est un jeu bien ingérable. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a une appli qui est énorme comme ça? Là, on doit la découper. Donc là c'est pour le cas d'une application web, hein. Donc, on va avoir une partie de l'application qui va gérer le templating, une autre partie qui va gérer la base de données, une autre partie qui va gérer l'authentification, etc. Et dans tout ça, notre application, elle est où finalement? Ben, elle est là. Donc, elle n'est pas si grosse que ça, et tout le reste, ça doit être déporté, je dirais, dans des modules, des choses qui sont séparées, et qui pourront être théoriquement réutilisées dans d'autres applications. On ne va pas tout réinventer à chaque fois. Et ça a donné naissance, en fait, au framework web. Donc ça, il y en a un petit peu dans tous les langages. En Python, il y en a une grande quantité. Historiquement, Zop devait être, je pense, un des premiers en Python. Ça a plus de 10 ans. Ça a été utilisé énormément. Ça a donné naissance à un énorme CMS qui s'appelle Python, qui est un des plus gros CMS au monde, qui a un peu trop grossi peut-être. Il y a un framework léger qui a énormément de succès en ce moment. C'est peut-être l'une des plus grosses communautés Python web, c'est Django. Et il y a toute une myriade d'autres projets qui sont potentiellement au moins aussi intéressants, sinon plus, comme Pylons, Repose BFG, TurboGears, etc. Il y en a plein. CubicWeb, ça c'est le logo de Grok, celui qui est l'homme des cavernes là-bas. Et les problèmes de ces frameworks, du moins des premiers qui sont apparus dans le paysage du web, c'est qu'ils étaient un peu monolithiques, c'est-à-dire qu'ils ont tout réinventé chacun de leur côté. Ils ont réinventé l'authentification, ils ont réinventé leur base de données par ZOP, une base de données qu'on appelle la ZODB, qui est une base de données objet. Ils avaient leur propre templating aussi, au début c'était du DTML, ensuite ça s'appelait du ZPT, etc. Et Django a fait la même erreur. Django est plus récent que ZOP, mais ils ont fait la même erreur. Ils ont voulu tout redévelopper aussi dans leur coin. Et donc on aboutit à un ensemble de frameworks qui ne sont pas interopérables les uns avec les autres. On ne peut pas utiliser le templating de Django pour l'utiliser avec un autre framework, etc. Du moins, on ne pouvait pas, jusqu'à ce que, heureusement, on a une norme qui est apparue dans Python qui s'appelle WSGI, qui permet de créer des composants de haut niveau, des gros modules qui vont pouvoir s'interopérer à travers tous les différents frameworks. Donc, qu'est-ce que c'est que WSGI? Donc ça se prononce WSGI, comme SCSI se prononce COSI, parce que WSGI c'est un petit peu grave. Et qu'est-ce que c'est? C'est une application, c'est une interface en fait entre les applications et les serveurs. C'est une définition de l'interface. C'est vraiment minimaliste, c'est tout petit.
Et c'est une norme qui est intégrée à Python depuis 2.5, Python 2.5, et il y a une implémentation de référence dans Python 2.5. Je n'ai pas la meilleure, mais c'est une implémentation. Donc pour mieux comprendre ce que c'est WSDI, la première question c'est de savoir où il est. Pour savoir où est WSDI, on revient à la source du web, le bon vieux CGI. Le CGI, c'est qu'on avait un serveur web Apache ou n'importe quoi, et un exécutable à côté, qui communique avec le serveur web par entrée standard. Donc on envoie la requête par l'entrée standard, et l'appli fait son petit calcul, elle recrache sa page web par la sortie standard, et c'est balancé par le serveur web. Après, on a eu les modules Apache, où l'application était intégrée dans le serveur web, plus ou moins, via mode X, mode PHP, mode Perl, mode Python aussi. Sauf qu'en Python, plutôt, on a tendance à faire ça, c'est-à-dire qu'on déporte, on a un serveur en Python qui est déporté avec une appli qui est... voilà. On n'est pas obligé à la limite d'utiliser Apache. On pourrait très bien dialoguer directement avec le serveur Python. On a le serveur Python et l'appli Python qui sont embarqués l'un à l'autre. Et dans tout ça, et là, Apache, typiquement, peut servir de proxy devant, certaines fois pour faire du cache, pour faire un SSO, je sais pas, n'importe quoi. Bon. WSGI dans tout ça, bah, il est là. C'est-à-dire c'est la définition entre l'appli Python et le serveur Python. Donc si on veut savoir un petit peu plus, on peut zoomer. On voit que tout petit, c'est tout petit WSGI, c'est vraiment minuscule. C'est ce qui a fait son succès aussi dans le milieu Python, c'est que c'est vraiment tout petit. Et c'est très facile à comprendre, et ça a été adopté par la plupart des frameworks. Donc si on zoome encore, on va pouvoir voir à quoi ça ressemble. On a le serveur à gauche et l'application à droite. La WSGI, côté application, c'est juste une définition de fonction. Donc l'application, WSGI, c'est une fonction qu'on appelle comme on veut, qui s'appelle APP, qui prend deux arguments, environ et start response. Environ, c'est un dictionnaire Python qui contient les paramètres de la requête, et start response, c'est un callable qui est fourni par le serveur. On fait nos petites choses dans l'application, on calcule, on va faire ce qu'on veut, on va dialoguer avec la base de données, machin, etc., calculer la sortie. Ensuite, on appelle le callable, start response, et on fournit le statut de retour avec le content type. Et enfin, on retourne le résultat de la page dans un itérable qui fait qu'on va pouvoir appeler l'application plusieurs fois pour avoir le résultat par morceau, par chunk. Et c'est tout, en fait. Il y a juste ça. Le serveur balance environ la start response et l'application renvoie les headers avec la réponse de l'autre côté. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'en fait, on a une standardisation des deux côtés. On a défini côté serveur et on a défini côté application. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a les deux côtés qui sont définis? Tout simplement, on peut faire de l'empilage. Donc, on empile. On a tout à droite une application, tout à gauche le serveur, et entre les deux, on peut mettre plusieurs fois un truc compatible WSGI. Et ce qui est entre le serveur et l'application, on va appeler ça des middleware. C'est un terme un peu pompeux qui est utilisé dans d'autres domaines, mais là, on les appelle des middleware. Et donc, c'est des middleware WSGI. Quel est l'intérêt de tout ça? C'est que on va pouvoir composer. Alors, à quoi ressemble d'abord un middleware? Un middleware, c'est une application de WSGI. Il n'y a pas de différence. Sauf que là, on l'écrit sous forme de classe. On l'écrit sous forme de classe. C'est un callable. C'est comme les callables, donc c'est comme l'application. On peut l'appeler. Elle a la même paramètre, environ le start response. Et leur classe, c'est un middleware, un exemple de middleware qui ne fait rien. Il est transparent. Il se contente de retourner le même résultat que l'application. Donc on voit que l'application, en fait, elle est transmise dans le constructeur. On a une classe middleware, et dans le constructeur, on transmet l'application. Donc l'application se retrouve englobée par le middleware. Et lorsqu'on appelle le middleware appelle l'application, il peut faire ce qu'il veut, et il retourne le résultat. Et on peut faire ça plusieurs fois, en fait. Donc qu'est-ce que c'est? Finalement, on se retrouve avec quoi? Un oignon. C'est-à-dire qu'on a l'application au milieu, un premier middleware qui va englober le deuxième, un troisième qui va englober, etc. Et donc, la requête qui vient du serveur, elle va traverser tous les middleware, elle arrive à l'appli fait son calcul, et ça retraverse dans l'autre sens, ça repart comme ça. Donc en fait, les middleware vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. On peut avoir un middleware qui va intercepter la requête, qui va vérifier quelque chose au niveau requête, par exemple, ça peut faire de l'authentification. Il va dire, ok, c'est pas authentifié, donc le middleware va rejeter, et ça ne va même pas arriver jusqu'à l'application. On peut en avoir un autre qui va rediriger, en fonction de l'URL, qui va rediriger vers une application ou vers une autre application. Donc on pourrait avoir deux applications, là ce serait plus un oignon, ce serait un... En tout cas, des deux noyaux.
Et l'application qui retourne, c'est pareil, on peut avoir un autre middleware qui va intercepter la réponse de l'application, par exemple le contenu de la page HTML, et la reskinner, ou modifier la page par exemple. Donc on pourrait faire un middleware de skinning pour changer le contenu de la page. Et en pratique, ça existe. Donc comment on assemble finalement en Python les middleware? On a notre appli, et puis là, on crée un middleware, une appli modifiée, c'est juste une composition de fonctions en gros. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc on a notre appli, le middleware c'est des classes, et puis voilà, le résultat global, l'application finale, c'est l'ensemble des 3 middleware plus de l'application. Alors en pratique on ne fait pas comme ça. En pratique on va avoir un fichier de configuration qui va définir la façon dont on assemble les middleware. En haut on a notre application, truc, qui est définie dans un egg. Alors un egg c'est le système de packaging en Python. Ensuite on va avoir un pipeline, etc. Et puis on aura deux middleware. Par exemple ici, il y en a un qui va faire de la gestion des transactions, un autre qui va gérer une connexion à une base de données objets, et tout en bas on définit le serveur. Donc on a un fichier de configuration globale qui définit l'application, les middleware et le serveur avec le numéro de port, etc. Et ensuite ça se démarre juste avec un outil qui s'appelle paste. On fait paster serve le fichier de configuration, ça assemble tout ça et ça sert l'application directement. Donc, un assemblage WSGI, finalement, un assemblage WSGI. Ah, il a des poils. C'est rigolo. Je savais pas aussi. Un assemblage WSGI, ça va ressembler à ça. On aura un serveur, on peut choisir, on a un choix de serveur. Il y a PST FTP, CherryPy, c'en est un. Il y a Twisty, qui en est un. On peut utiliser Apache. Il y a un module Apache qui s'appelle mode WSGI, qui va permettre à Apache de se comporter comme un serveur WSGI. Donc on pourra avoir juste Apache et ModWSGI, brancher des middleware, donc il y a tout un tas de middleware parmi lesquels on peut choisir. Repose.U par exemple qui fait de l'authentification, TM des transactions, Salade de fruits ça va faire du skinning, Beaker ça va gérer les sessions ou du cache. Donc en fait on a juste à rajouter un middleware et on peut avoir une gestion cache, une gestion des sessions dans l'application sans rien écrire. Et après on utilise un micro-framework par exemple, comme Pylons, CherryPy c'en est un aussi, qui fait les deux. Vertsoy ou Repose BFG, et notre application qui va être encore toute petite et qui va bénéficier de l'ensemble de ces fonctionnalités. Donc à quoi servent en général donc, les middleware, qui sont en gros des composants de haut niveau. On va fabriquer une application en récupérant des composants qui existent déjà, en les assemblant comme ça. Du coup, on se concentre juste sur l'application métier, en gros, les composants le métier, on ne va pas réinventer le skinning, le machin, etc. Tout ça, ça existe déjà. Et donc, il y a déjà des middleware qui gèrent le workflow, les transactions et toutes ces choses-là. Donc, un exemple concret d'application qui a été faite récemment, c'est un site qui s'appelle Wikinote, qui recense les lieux et les événements liés à l'innovation pour les startups innovantes, etc. Donc il y a une carte, il y a un agenda, c'est pas compliqué, c'est tout petit, mais bon, c'est un bon exemple. Ça a été fait avec un micro-framework qui s'appelle Repose BFG, une bibliothèque de gestion des formulaires qui s'appelle FormatGenie, qui normalement est une bibliothèque qui permet de générer des formulaires automatiquement sur les schémas SQL Genie, qui sont des schémas donnés par un ORM pour attaquer n'importe quelle base de données en Python. Il y a des middleware, il y a 4 middleware qui sont utilisés, un pour la gestion des transactions, authentification, Beaker, là il est utilisé pour les sessions, il n'y a pas de cache, mais c'est utilisé pour les sessions, et après le derrière, c'est le serveur, c'est paste. Donc ça fonctionne, et ça permet d'aller super vite pour les développements web. Voilà, donc ça c'est au niveau application. Maintenant, notre application qui est là, si on creuse encore plus profond, donc on a assemblé un ensemble de composants de haut niveau, mais on va développer notre application métier. Et notre application métier, éventuellement, elle va commencer à gonfler aussi, parce que le métier, il peut être là, on s'est déchargé déjà de pas mal de choses qu'on n'a pas à redévelopper. Mais notre application métier, elle va grossir. Et là, on va avoir besoin de gérer des composants également, mais au niveau classe, au niveau métier. Et c'est là qu'intervient un autre, je dirais, framework. C'est juste deux petites bibliothèques que je présenterai tout à la fin, qui permettent de faire de la programmation par composant. Donc, on va créer un petit exemple. Hein. Notre application, c'est un petit canard. Donc, le but du petit canard, c'est de faire point. Ça ne sert à rien d'autre, un canard. Donc, on a une classe canard qui a une méthode
Et la seule fonctionnalité de la classe canard, c'est coin-coin. Et c'est tout ce qu'on veut, le métier c'est ça. On ne veut pas autre chose. On veut un canard qui fasse coin-coin, rien d'autre. Sauf que un canard, fatalement, ça a d'autres trucs obligatoires. Ça doit manger maintenant. On rajoute une méthode manger, mange, voilà, il a besoin de manger, le canard, il a besoin également de se reproduire. Donc, on est obligé d'ajouter ces méthodes pour que le canard il puisse être vivant, enfin qu'il puisse exister, quoi. Enfin, voilà. Donc, le canard, il a déjà grossi. Donc, on a des choses métiers qui sont en haut, et on a des choses obligatoires dont on ne peut pas se passer, mais qu'on a été obligé de rajouter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, c'est découpé en deux classes. Une classe animale, qui va contenir les deux fonctionnalités essentielles que tous les animaux ont, c'est-à-dire manger et se reproduire. Et on va faire hériter notre canard de la classe animale. Donc, voilà. On a de nouveau notre petit canard, il n'a pas grand-chose, il a juste une classe qui hérite d'une autre classe, et c'est tout. Sauf que ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on veut? On voudrait en plus que notre canard, on voudrait connaître le poids du canard. Pour connaître le poids du canard, comment on va faire? On va rajouter encore une méthode dans le canard. On se dit, alors est-ce qu'on la rajoute dans le canard ou est-ce qu'on la rajoute dans l'animal? Un animal a un poids, un canard a un poids aussi, donc on rajoute les deux. Allez, on va mettre les deux méthodes, on met la classe, on rajoute la méthode et lourd à la fois dans l'animal, à la fois dans le canard. Sauf que ça pose un problème, parce que là on hérite de animal dans notre canard. Donc c'est quelle méthode qui va être utilisée là? Il y a un ordre de résolution des méthodes. Il faut le connaître, mais on commence à rentrer un petit peu dans les difficultés. Et si jamais on... Alors là, donc, qu'est-ce qu'on fait pour déporter ça? On peut éventuellement créer une classe poids qui va porter la fonctionnalité et lourd, d'accord? Et donc, notre canard, on va le faire hériter de animal pour avoir la fonctionnalité de manger, de se reproduire, et de poids pour avoir la fonctionnalité et lourd. Donc là, c'est bon, on a une seule fois la méthode est lourde maintenant. Mais on a encore modifié notre canard. Le canard, il a été modifié deux fois déjà. On a changé l'héritage. Une fois, c'est l'hérité de juste animal, au début de rien, après de animal, maintenant de animal et de poids. Et si jamais on a envie de connaître non seulement son poids, mais en plus sa masse. Ben, la masse, c'est aussi une notion de lourdeur. Enfin, ça dépend de l'accélération de la pesanteur, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà, on voudrait connaître à la fois la masse et à la fois le poids. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute une autre classe. En fait, c'est des classes comme ça s'appelle des mixins, hein, c'est pas mal utilisé. Mais là, on a une méthode qui a le même nom dans les deux classes. Donc, on hérite de poids et de masse. Et on veut savoir s'il est lourd. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ça commence à être un petit peu compliqué. Et on rentre justement les complexités de l'héritage multiple, des mixins, etc. Si on le gère bien, ça se passe à peu près bien. Ça peut vite devenir difficile. Et en fait, ça a pas mal d'inconvénients. On peut avoir des conflits de méthode, notamment et lourd. On ne sait pas si c'est et lourd vis-à-vis du poids ou et lourd vis-à-vis de la masse. On ne sait pas trop dans quel sens. Enfin, on le sait, on a un moyen de le savoir, mais pour savoir dans quel sens la résolution des méthodes se fait, c'est pas forcément évident. On a également une mauvaise isolation pour les tests. Le code là, il a été retouché 3-4 fois. Donc, on a une application métier, le client leur demandé une fonctionnalité, puis encore une fonctionnalité, etc. Et à chaque fois, on a remodifié l'application. Donc potentiellement, on a pu casser des choses. Si on n'a pas des bons tests derrière qui vont vérifier que l'application continue de fonctionner, on risque de casser des choses. Ensuite, on a des difficultés pour connaître les fonctionnalités. On hérite de plusieurs classes, il faut aller voir le code de toutes les classes, etc. On ne sait pas trop laquelle va être utilisée, etc. Et si on veut changer l'implémentation, c'est pareil, il faut changer la classe. Donc on va remplacer une classe par une autre classe, etc. Et c'est pas évident. Donc il y a mieux. Donc quand le canard grossit, ça devient ingérable. Le but, c'est de créer des composants qui soient vraiment indépendants, qui soient complètement séparés, qu'on puisse tester séparément, qui soient réutilisables et qui soient également interchangeables. Donc pour ça, en fait, il y a une architecture qui s'appelle la componente architecture et qui est basée sur trois principes: des interfaces, des composants et des registres. Les interfaces, c'est quelque chose qui n'existe pas nativement dans Python, mais qui est rajouté justement par cette architecture. Ça existe nativement en Java, par exemple, en C#, je ne sais plus, en ça existe là. Là, c'est une fonctionnalité qui est rajoutée sur le langage. Quel est l'intérêt? Une interface, ça sert à quoi? Ça sert à documenter une fonctionnalité et ça sert à décrire un contrat en
fait, de ce qu'on veut faire, mais sans donner les détails de l'implémentation. Ça donne le quoi, mais ça ne donne pas le comment. Ensuite, la deuxième notion, c'est les composants. Donc les composants, ça va être des classes qui vont implémenter des interfaces, donc qui vont fournir les fonctionnalités décrites par les interfaces. Et ensuite, on va avoir un registre qui va permettre de brancher les composants entre eux, de savoir lequel marche avec lequel, etc. Donc, je me suis amusé un peu avec le et visuellement, à quoi ça ressemble. C'est pas mal de pouvoir se le représenter visuellement. Donc, on a une classe, ça c'est une classe Python la plus basique possible. Là, il n'y a rien, c'est du Python pur. Hein. On a une classe, on a notre canard de tout à l'heure. Donc, j'ai représenté ça sous la forme d'une boule. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça contient quelque chose, ça contient une implémentation, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le savoir, soit il faut aller regarder le code source de l'application, soit il faut avoir un outil qui documente automatiquement les classes, qui génère une documentation pour savoir ce que fait la classe canard. Mais sinon, on ne sait pas. Pour le savoir, on écrit une interface. Une interface, c'est plat, parce qu'il n'y a pas d'implémentation, donc il n'y a pas de contenu, il y a juste une description de ce que ça peut faire. Et qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire, c'est la méthode point-point, qui ne contient rien, elle contient juste une documentation. Donc là, c'est une docstring en Python, donc on met sous la définition de la méthode, et qui va donner du texte pour expliquer ce que ça fait. Et comment on crée une interface? En fait, on hérite d'une classe qui s'appelle interface. Je ne donne pas les imports, je les donnerai à la fin. Ensuite, quand on veut assembler les deux, c'est-à-dire qu'on veut avoir un canard qui implémente l'interface, on a ça. On a notre canard, et on a juste à déclarer implements iCanard, et on a un canard qui implémente l'interface iCanard. Donc là, on sait que la classe canard, elle fournit les fonctionnalités données par l'interface canard. Maintenant, notre canard, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait, je ne sais plus, avoir son poids. On voulait avoir le poids du canard. Pour avoir le poids du canard, comment on fait? On va écrire une interface iPoids qui va offrir la fonctionnalité de récupérer le poids. Donc ce sera une méthode, juste c'est une interface qui contient une seule méthode, qui est hello, c'est-à-dire savoir si le canard est lourd ou pas. Donc voilà, on se retrouve avec une nouvelle interface qui n'est pas fournie par l'objet canard d'origine. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que l'objet canard d'origine puisse fournir cette interface de poids? On met un adaptateur entre les deux. Et ça c'est le design pattern classique de l'adaptation, qui n'est pas souvent utilisé et qui pourtant est génial. Parce que là, on écrit une classe qui est complètement séparée, qui va fournir la fonctionnalité de poids et qui va s'appliquer au canard. Donc là c'est une classe. On déclare qu'elle implémente l'interface poids et qu'elle s'adapte à l'interface canard. Donc c'est un adaptateur qui est fait pour les canards et qui fournit la fonctionnalité de poids. Dans le constructeur, init, on transmet le contexte. Le contexte, c'est avec le canard. Donc au moment où on va créer l'adaptateur, on lui transmet le canard et l'adaptateur va contenir l'instance du canard. Et la dernière méthode, c'est la méthode hello, parce qu'on a déclaré que ça fournissait l'interface iPoids, donc on est obligé d'implémenter la méthode hello. Donc voilà, on a maintenant une classe qui est complètement séparée du canard. On n'a pas du tout modifié la classe canard. La classe canard a été complètement inchangée. Mais on a rajouté dynamiquement une fonctionnalité au canard en lui permettant de donner son poids. Et ça, on peut l'appliquer un petit peu à n'importe quoi. C'est un pattern qui est extrêmement pratique. Comment en pratique on va l'utiliser? C'est-à-dire comment on va récupérer l'adapteur? La première idée, c'est tout simplement d'importer l'adapteur et de l'instancier. On l'instancie, on lui transmet le canard et on a l'adaptateur avec la méthode qui est disponible, donc on peut appeler la méthode. Là, l'inconvénient, ça ne sert à rien parce que là, on est obligé d'importer l'adaptateur. Donc, explicitement, on est obligé d'importer la fonctionnalité. Donc, on va modifier aussi le code de l'application pour aller rajouter la fonctionnalité. Donc, ce serait beaucoup plus utile si on pouvait récupérer automatiquement l'adaptateur en fonction de l'interface. Donc là, on va avoir une fonction qui s'appelle getAdapter qui va demander l'interface iPoids pour le canard. Récupère-moi l'adapteur qui va me fournir l'interface iPoids étant donné le canard. Là, on a récupéré l'adapteur et on a la méthode hello qui est disponible. Et ça, il y a une écriture simplifiée qui existe en fait, qui s'écrit comme ça. Donc on évite même de récupérer
on écrit juste iPoids de canard, et ça automatiquement ça va faire un lookup et ça va récupérer l'adapteur. Donc on a juste à importer l'interface iPoids, c'est-à-dire la fonctionnalité. Là on ne veut pas l'implémentation, on veut la fonctionnalité. Ensuite, comment getAdapter, comment le lookup il a fonctionné? Parce que pour récupérer l'adapteur, il faut bien avoir écrit quelque part que l'adaptateur poids fonctionne avec le canard. Il ne peut pas l'inventer tout seul. C'est qu'en fait, il y a un registre de composants dans lequel on va inscrire ces informations. Et comment on inscrit ces informations? Il y a plusieurs méthodes. Là, on peut le faire en Python pur. Donc, il y a une fonction qui s'appelle provideAdapter qui va déclarer que l'adaptateur poids s'adapte au canard et fournit l'interface poids. Donc voilà, c'est un registre qui est chargé en mémoire et qui reste en mémoire. En fait, il est très rapide, qui a un système de cache et qui permet de récupérer les composants comme ça. Après, il y a plusieurs types de composants. Là, on a vu ça avec des adaptateurs. Je vais présenter juste les adaptateurs, mais il y a d'autres types de composants. Déjà, il y a des doubles adaptateurs, par exemple. C'est-à-dire c'est des composants qui vont fournir une interface, mais qui vont s'adapter à deux interfaces, ou éventuellement à 3, 4 ou 5. Le max que j'ai vu, c'est 5 quand même. Après, ça devient un petit peu compliqué. Donc là, l'adaptateur, en fait, il a tous les avantages par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, à l'héritage multiple. On n'a pas de conflit avec la classe adaptée. On peut tester séparément le canard avec ses fonctionnalités de base, c'est-à-dire faire point et rien d'autre. On va tester séparément la fonctionnalité de poids, et potentiellement la fonctionnalité de poids pourra être testée avec d'autres choses que du canard. La classe canard, on ne l'a jamais touchée. Donc on a écrit notre fonctionnalité métier au début, et on l'a gardée telle quelle jusqu'à la fin. On a juste rajouté dynamiquement des fonctionnalités sans toucher au code source d'origine. En plus, on a des interfaces, donc tout ce qu'on écrit, c'est documenté. Donc quand on arrive dans l'application, à la limite, on n'a pas besoin d'aller voir le code source. On va juste voir les interfaces et on peut savoir ce que ça fait. Les adaptateurs, on peut les brancher et les débrancher. Ça, on peut rajouter dynamiquement pendant le fonctionnement de l'application des fonctionnalités. Et du coup, on peut changer l'implémentation. Donc typiquement, par exemple, pour un blog, on va avoir un adaptateur qui va s'occuper de... Si on écrit un blog au format Markdown, par exemple, on peut l'écrire en HTML ou en REST, ça va être un adaptateur qui va être chargé de lire par exemple le format, de s'adapter automatiquement au format de données. Ça peut marcher, avec pas mal de cas. C'est utilisé par exemple pour les métadonnées. On veut connaître la date de création d'un objet ou l'auteur de l'objet. Ça c'est un truc qui est toujours la même chose. Donc on va le déporter dans un composant qui est complètement séparé et qui va offrir la fonctionnalité de métadonnées. Et pour n'importe quel objet, ça va être capable de lire ou écrire la date de création, la date de modification, l'auteur, tout ce qui est dans le domaine core notamment. Ça peut être géré pour une gestion des commentaires. Pour un objet donné, voilà, on pourra avoir une gestion des commentaires automatiquement, quasiment sans rien écrire. Après, on peut éventuellement juste écrire un adaptateur qui va stocker des commentaires ailleurs. On n'est pas obligé de le stocker dans l'application. Si on a une base SQL qui stocke toutes les données dans l'application et qu'on veut rajouter une notion des commentaires, on va avoir un adaptateur qui va écrire les commentaires potentiellement n'importe où, dans une autre base SQL à côté. Et juste en changeant l'adaptateur, on pourra changer la façon dont est enregistré les commentaires. L'URL d'un objet, enfin il y a d'autres méthodes, la taille, le poids du canard, c'était un cas d'utilisation, enfin une gestion des catégories. Les vignettes d'aperçu, c'est pas mal pour une application ou un upload des images par exemple, ou bien un upload des vidéos. On peut avoir un adaptateur qui va s'occuper de générer les vignettes en appelant FFmpeg ou quoi que ce soit, ou ImageMagick, et de les stocker où il veut. Et tout ça en fait c'est fourni par deux paquets Python qui sont issus du framework Zope, qui est le framework web le plus ancien en Python, qui est issu en fait de la réécriture de Zope. Il y avait Zope 2, ils ont réfléchi pendant pas mal de temps, ils ont pondu une architecture dans Zope 3 qui permet de faire cette gestion des composants. Alors, le fait que ça soit Zope, ça dessert un petit peu aujourd'hui ces paquets parce que Zope 2 a un peu mauvaise presse depuis maintenant pas mal de temps, c'est un peu en déclin.
Mais ZOP Interface et ZOP Component, c'est deux paquets qui sont complètement dépendants et qu'on peut utiliser en fait dans n'importe quel projet Python. On n'a pas du tout besoin de connaître ZOP ou quoi que ce soit. On peut utiliser ça pour faire de la gestion de composants dans n'importe quelle application Python. Il y a des gens qui l'ont fait pour des applications desktop, en GTK ou en Go. C'est utilisé par exemple dans Twisted, qui est un framework réseau. Et c'est utilisé dans d'autres applications comme ça. Et donc les implements, interface, adapt et get adapter, en fait ça vient de là. Le paquet ZOP Interface contient toute la définition de la gestion des interfaces. Et ZOP Component contient la gestion des composants, donc la recherche du lookup, le get adapter et des choses comme ça. Il y a d'autres notions comme les utilities, il y a aussi des événements et des choses comme ça. Je crois que c'est tout. Il existe un bouquin qui est dédié à cette architecture, qui est écrit en anglais, et que je suis en train de traduire en français. Il y a une centaine de pages à traduire, donc il faudra peut-être encore 2-3 semaines. J'en ai fait un quart, mais c'est un bouquin qui existe déjà depuis 2-3 ans. Et c'est tout, merci. Sur les 3 parties, peut-être sur Python, après sur WSGI ou sur... Sur WSGI, j'aurais une question. Est-ce que c'est spécifique à Python ou est-ce que c'est le mode WSGI par exemple des sous-médias, c'est pour être utilisé par d'autres langages? Non, le mode WSGI c'est que Python. WSGI c'est une norme qui est purement Python, mais dont le principe de fonctionnement existe également dans d'autres langues. Ruby a le même genre de choses avec Java, qui a priori est peut-être même un peu mieux. Mais c'est juste la façon de brancher qui est standardisée dans Python. Comme c'est la composition de fonctions de Python, c'est que interne à Python. Par contre, il est possible de faire un proxy qui va s'adresser à une application non Python pour la desservir en WSGI. Enfin bon, après c'est du code, on peut inventer n'importe quoi. Sur les middleware, en fait, les aspects médecine, j'ai possibilité de trouver des contraintes entre les médecines ou pas dans le fichier. Par exemple, si on prend un médecine de persistance, c'est un médecine pour journaliser les appels, les requêtes qui passent, et dans la politique de cryptage pour crypter les mots de passe, on ne veut pas encrypter avant d'avoir. Enfin, on ne veut pas journaliser les mots de passe en clair. Donc, de toute façon, il va falloir crypter avant de journaliser. Et on peut exprimer ce genre de règles en fait entre les différents fichiers de configuration. C'est-à-dire l'ordre? Ouais. Non. On peut imposer un ordre, c'est-à-dire en disant moi quand je définis Justement là on ne peut pas parce que c'est le dessin que j'avais fait là sous forme d'oignon. L'ordre dans un sens va être exactement l'ordre inverse dans l'autre sens. Oui, mais j'ai le droit de dire dans tous les cas, cette tranche-là d'oignon, elle doit être faite avant cette tranche-là d'oignon. J'ai pas le droit d'en servir après. Ça dépend dans quel sens tu assembles les deux. Là, tu vas devoir prendre. D'accord, mais j'ai aucune contrainte, c'est à moi développeur de les assembler dans le bon sens. Oui. Je ne peux pas exprimer un niveau que je ne pourrais jamais journaliser si je n'ai pas fait ça. J'ai une question aussi de middleware, c'est comme Sébastien, j'utilisais un petit peu de TurboGears par le passé pour des petits projets, et c'est vrai qu'au début ça avait l'air assez tentant. J'avoue, c'était une découverte de Python un petit peu pour des projets, donc j'étais assez agréablement surpris par le langage, mais du point de vue de TurboGears, j'avoue, j'étais quand même grandement déçu, dans le sens où c'était il y a 2 ans. Je ne connais pas le détail du projet actuellement, mais je sais qu'à l'époque, en gros, toutes les 2 semaines, il y avait une nouvelle version, grosso modo, qui était plus ou moins incompatible avec la précédente. Donc en gros, ce qu'on avait développé, ça ne marchait plus dans la nouvelle version, alors qu'il y avait des bugs, donc il fallait forcément passer à la version suivante. Donc au niveau de TurboGears, j'avais des problèmes de maturité, je pense, et au niveau de CherryPy, le mappeur objet relationnel, j'avais quand même trouvé un certain nombre de lacunes. Donc c'est vrai, peut-être qu'est-ce que tu recommanderais au niveau middleware, peut-être, parce que peut-être j'ai ce mauvais a priori au niveau des middleware Python. En fait,
de mon expérience, TurboGears c'était très efficace pour faire des choses simples, mais dès qu'on gagnait énormément de temps, tout ce qui est formulaire et tout, c'était très rapide. Mais dès qu'on avait un truc qui sortait des sentiers battus, on passait 10 fois plus de temps en fait. Donc c'était un peu mon sentiment personnel. Après, je sais pas si c'est vraiment. TurboGears a pas mal évolué, effectivement. Il y avait une version 1 et il y avait une version 2 qui était en développement. Les deux n'étaient pas compatibles. TurboGears 1, je crois, était basé sur Cherry Pea. TurboGears 2, il me semble, est basé sur Pylons. Ah, peut-être ça. Les deux ne sont pas compatibles. La bibliothèque de formulaire, enfin, l'ORM aussi a changé. Maintenant, ils utilisent SQL Alchemy. Donc il y a eu une grosse différence, effectivement, entre les deux. Je ne sais pas. Moi, c'était la même version majeure, c'était version 1. Ouais. Puis, oui, puis il y a eu des trucs mais bizarres avec au début, la c'était pas présentation. encore. Il y avait une 1, il y avait une 1.5. Il y a une 1.5 qui est sortie alors que la 2 était déjà sortie et qui n'était pas complètement compatible avec la 1, donc ils sont un peu. Alors peut-être c'est un problème de maturité, peut-être Zop ou Django sont beaucoup mieux, je les connais pas personnellement, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçu, quoi. Mais alors que c'était vraiment prometteur. Pour gérer la complexité, justement, la composante architecture de Zop est idéale. Pour faire des choses simples, ça va être beaucoup plus compliqué que de le faire avec TurboGears ou Django. Mais dès que la complexité va grossir, ça va être beaucoup plus abordable. Est-ce que tu as des métriques sur à partir de quand ça devient intéressant de basculer par exemple d'un framework à l'autre, genre TurboGears, à des composants Python, à partir de quelle taille d'appli en termes de, je sais pas, une code fonctionnalité, ou le nombre de développeurs, ou ainsi de suite. Du coup, le fait de modulariser vraiment par composant et ainsi de suite, ça devient plus intéressant que de faire sa solution à l'autre. Ça devient intéressant quand tu commences à. Quand tu as une communauté qui crée un grand nombre de composants, là tu pourras utiliser les composants des autres. Un niveau à partir duquel ça devient intéressant, c'est difficile à chiffrer. Mais le fait de pouvoir tout décomposer, de tout séparer comme ça par fonctionnalité, déjà tu vas pouvoir donner une partie des fonctionnalités à une personne ou à une équipe de 2, 3, etc. Tu vas pouvoir déléguer beaucoup plus facilement des fonctionnalités bien délimitées. Et après, tu assembles le tout. Mais pour des projets simples, autant utiliser des mini-frameworks, enfin, mini-non. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des micro-frameworks. Pylons, par exemple, c'est un exemple de micro-framework. Il y a quasiment rien dedans. Repos BFG, c'est pareil, c'est tout petit. Il y a juste la gestion de l'URL et de la redirection vers le code Python ou vers une base de données ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas de templating, par exemple. Alors que Zop et Django, c'est Django fournit tout par défaut. Zop aussi fournit tout. On n'a pas besoin d'aller voir tellement ailleurs. Mais je trouve plus intéressant de partir sur un micro-framework et de faire de l'assemblage comme ça. Ça permet d'avoir juste les fonctionnalités dont on a besoin. Et les communautés correspondant aux différents composants seront individuellement plus grosses que celles d'un gros framework, que la petite partie d'un gros framework.